Bon, ça fait maintenant plusieurs jours que je m'amuse avec ce Huawei P30 Pro, il est maintenant temps de vous donner mes impressions dessus. Allez, c'est parti. Le P30 Pro, c'est le nouveau smartphone de chez Huawei, son unique vocation c'est nous bluffer, et surtout sur la partie photo. Est-ce que c'est le cas ? Et bah c'est ce qu'on va tâcher de découvrir. Pour ce qui est du design, c'est vraiment comme si le P20 Pro et le Mate 20 Pro avaient fait un bébé, et bam, le voici, le P30 Pro de chez Huawei. Il est vraiment très bien fini, il est en verre et en aluminium, il est aussi beau je trouve, par contre il est un petit peu dur à manipuler. En fait, si on le compare avec le Mate 20 Pro, on aura des bords rectangulaires sur l'un, alors que sur l'autre on va avoir des bords arrondis. Mais c'est marrant, quand on les met juste à côté, ils font globalement la même taille, mais le Mate 20 Pro paraît plus compact et surtout beaucoup plus léger. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne quand j'ai les deux entre les mains, celui-ci paraît plus compact et quand même mieux en termes de prise en main, alors que le P30 Pro, bah il fait plus massif en fait. Finalement, la différence la plus frappante entre les deux, c'est l'encoche. D'un côté, on va avoir une encoche beaucoup plus grosse, un peu à l'effigie de ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone 16 d'Apple, et de l'autre, sur le P30 Pro, on aurait une encoche beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète. C'est plutôt cool, ça permet de masquer moins de contenu, même si ce genre d'encoche ne m'a jamais dérangé, et je l'ai utilisé sur un bon nombre de smartphones. Ce qui va par contre me manquer, c'est la reconnaissance faciale 3D. Vu que l'encoche est plus petite, la reconnaissance faciale sur le P30 Pro sera donc 2D, et donc beaucoup moins sécurisée, et surtout, elle fonctionnera pas dans n'importe quel scénario. Et ça c'est vraiment chiant. Huawei avait réussi un coup de maître, tout comme l'a fait Apple avec Face ID. On ne pouvait plus se passer de la reconnaissance faciale 3D. Là, et bah ça tombe à l'eau. À la place, on aura un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Aucun souci de ce côté là, ça fonctionne très bien. Il faut juste prendre l'habitude de placer son doigt correctement sur le capteur. Mais ce que je regrette vraiment, c'est l'emplacement. Il est un petit peu bas sur l'écran, là où sur le Mate 20 Pro c'était idéalement placé. Et j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur le Galaxy S10. Pour ce qui est de l'écran, au-dessus duquel se place le capteur d'empreinte digitale, et bah il est sublime. C'est un écran bord à bord OLED Full HD+, de 6,5 pouces avec des bords incurvés. Ce que n'a pas d'ailleurs le P30 classique. Et ce n'est pas tout, on n'aura pas de prise jack sur le P30 Pro, alors que le P30 en aura une. En revanche, les deux smartphones sont équipés d'un seul et unique haut-parleur mono et non stéréo. Et quel gâchis. Certes, le son est plus puissant que sur le Huawei Mate 20 Pro, mais du coup il manque de profondeur et il manque de justesse. Je suis vraiment pas un expert en audio, mais dans ma vidéo sur le Mate 20 Pro je vous disais que celui-ci était plutôt correct en termes de haut-parleur, mais c'était pas extraordinaire. Et c'est pour ça que j'attendais vraiment la version P pour corriger ça. Et c'est pas le cas. Et puis pour terminer un petit peu sur l'aspect design du produit, on va retrouver des boutons verrouillage et volume qui sont bien placés. Il faut le préciser maintenant. Il tombe bien sous le doigt. Avant de parler de la partie photo de ce smartphone, qui est quand même la plus importante, je voulais faire un petit point sur l'interface. Je suis vraiment pas fan. C'est fluide, y a aucun souci de ce côté-là, je n'ai pas aussi rencontré de bugs. Mais c'est pas très plaisant de naviguer dedans. Et s'il vous plaît Huawei, enlevez toutes ces applications stock que vous mettez. Le musique, le thème et toutes les autres conneries. On n'en veut pas et à chaque fois on essaye de les masquer. Ou alors on met le tiroir d'applications justement pour les supprimer de l'interface. C'est insupportable. Nous on recherche une interface clean, une interface simple. Samsung l'a très bien compris avec sa nouvelle interface One UI qui est simple, pure, esthétique, et c'est ça qu'on veut voir chez vous. Côté autonomie par contre, et bah c'est excellent. Tout comme le Mate 20 Pro, j'ai été surpris, on peut très largement tenir une journée et demie avec, et pour tester un peu tout ça, j'ai cassé ma routine. En général, quand je vais m'endormir, je branche le téléphone tout simplement parce que je ne l'utilise pas, et j'aime bien me lever le matin avec 100% de batterie, c'est toujours agréable. Du coup là, je l'ai pas rechargé, je l'ai utilisé pendant presque 2 jours, et en fait le lendemain, vers 18 h, je l'ai rechargé histoire d'être sûr de pouvoir tenir toute la soirée avec. Et ce qui est énorme dans tout ça, c'est qu'il possède aussi la recharge rapide et en 50 minutes vous pourrez le recharger presque à 100%. Si ce n'est à 100%, c'est énorme et c'est ça que je veux voir en 2019 venir de plus en plus. Pour rester dans la lignée de son grand frère, il possède aussi la recharge sans fil inversé permettant de recharger le smartphone de vos potes en soirée par exemple via la recharge sans fil, ou bien vous allez pouvoir recharger vos Galaxy Buds ou autres AirPods deuxième génération avec. Plutôt pratique. Bon, vous l'attendiez, Huawei nous l'a teasé et reteasé, parlons maintenant de la partie photo. C'est un point qu'ils ont énormément mis en avant pendant leur keynote, ils en ont fait des caisses en nous montrant des exemples totalement bluffants. Et quand on a regardé la conférence avec tous les potes, on s'est vraiment dit, mais
est-ce que c'est pas une image de Google? Genre réellement, est-ce qu'ils ont vraiment pris cette photo avec le P30 Pro? Du coup, j'ai testé tout ça, j'ai pas encore tout testé à fond, je vous en ferai peut-être une vidéo entièrement basée sur l'appareil photo. Mais voilà en tout cas ce que je peux vous dire. On retrouve dessus toujours plus de capteurs puisqu'ils sont 4. Le premier capteur principal grand angle de 40 mégapixels, le second est un zoom x5 de 8 mégapixels, le troisième est l'ultra grand angle de 20 mégapixels et le quatrième qui est plus discret est un capteur TOF, Time of Flight, permettant de mesurer précisément la profondeur de champ idéale pour le mode portrait notamment. Alors, ce qui est vraiment bien avec tout ça, c'est qu'on a le choix. Ça vous permet d'avoir des possibilités créatives quasiment infinies. On peut avoir un ultra grand angle sans perte de qualité, on peut avoir un zoom x1, x2, x3, x4, x5 sans perte de qualité, on peut avoir un zoom x10 hybride et un zoom x50 numérique. C'est totalement bluffant. Vous l'avez vu l'antenne d'ailleurs ? Et bah elle est là. Bon, sans parler du zoom x50 qui est totalement dégueulasse, le zoom x10 est quand même assez correct. Et on garde quand même un piqué qui est assez ouf sur un smartphone, à cette distance là en tout cas. Pareil, et si on allait voir ce bateau de plus près? On zoome, on zoome, on zoome, et le voilà. Avec tout ça, on peut réellement couvrir à peu près toutes les situations possibles et imaginables, mais est-ce qu'on va réellement les utiliser? Est-ce qu'on a réellement besoin de tous ces capteurs sur un smartphone? Personnellement, j'utilise quasiment tout le temps le capteur grand angle, quelquefois l'ultra grand angle et quelquefois le zoom x2. Au-delà de ça, le reste est totalement gadget. C'est pour vous dire, les 3/4 du temps, j'utilise le téléphone en mode 40 mégapixels et quand on active cette option, et bah ça désactive tous les zooms. C'est un petit peu con, mais voilà, en tout cas c'est le cas, on n'utilise rien du tout, et donc au final, et bah les possibilités s'évaporent. Quand on compare une image prise à 10 mégapixels et une autre à 40 mégapixels, et bah on voit vraiment la différence, que ce soit en termes de détails, de piqué, de couleur aussi, donc une raison de plus de me faire utiliser ce mode 40 mégapixels, et d'enlever des options. Au-delà de ça, ça fait enfin plaisir de voir un smartphone chinois se détacher de tout ce qui est qualité chinoise qu'on pouvait retrouver il y a quelques années. Les capteurs sont top, permettant de prendre des clichés vraiment très bons, dignes de pouvoir remplacer des téléphones haut de gamme d'aujourd'hui, comme le Samsung Galaxy S10, l'iPhone 10s d'Apple, le Pixel 3 XL de Google. Ouais, ça fait mal. Bon, juste histoire de pinailler, pour ce qui est du design de tous ces capteurs, je préfère largement celui du Mate 20 Pro. Cette ligne là, énorme sur le P30, j'aime vraiment pas du tout. C'est totalement subjectif, mais je tenais quand même à le souligner. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le troisième capteur est carré alors que les deux autres sont ronds et traditionnellement ils sont ronds, eh bien c'est parce que Huawei a mis en place ce qu'on appelle un périscope zoom. Le capteur photo est donc placé à l'intérieur du téléphone et c'est via un prisme à 90 degrés que la photo va être prise. Sur la face avant maintenant, on va retrouver un capteur de 32 mégapixels permettant de prendre des photos vraiment correctes sans être extraordinaire non plus. Mais je suis un petit peu moins fan du mode portrait qui à l'avant va dénaturer un petit peu les clichés, là où sur la face arrière, et bah elles seront plutôt correctes. On se détache bien de l'arrière-plan, on va même pouvoir choisir les bokeballs qu'on veut au dos, si on veut que ce soit des ronds, des tourbillons, des cœurs, mais quand j'ai voulu utiliser ces fonctionnalités, et bah ça n'apparaissait pas au dos. Toutes les photos en mode portrait que vous voyez actuellement, ces options étaient activées, j'ai même mis les cœurs, mais ils sont pas derrière moi hein. Je vais quand même tester ça plus en profondeur pour ma prochaine vidéo, et ça se trouve au moment où je vais faire le montage, et bah j'aurais réussi à faire 2-3 trucs. En tout cas, ce mode fonctionne qu'avec les humains et non avec des objets, et ça mais quelle idiotie de la part de Huawei d'avoir fait ça. J'adore prendre des photos en mode portrait, de plats, de plein de trucs, et là on peut pas le faire, il faut obligatoirement que l'intelligence artificielle détecte un visage. Donc pas de visage, pas de mode portrait. Pas de bras, pas de chocolat. En basse luminosité, c'est aussi franchement pas mal, j'ai pas encore pu faire énormément de choses, j'attends d'être à la capitale pour pouvoir prendre des belles photos, mais par contre le téléphone en mode pro va pouvoir monter jusqu'à 409 600 ISO. C'est complètement dingue, mais vous voyez sur l'exemple que j'ai juste ici, et bah ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas encore pourquoi, mais bon, à tester là aussi. Et puis finalement, on aura un mode super macro permettant de rapprocher au maximum le téléphone de ce qu'on va pouvoir prendre en photo, et je l'ai fait avec une toile d'araignée avec des gouttes d'eau, c'est totalement dingue. Franchement, là pour le coup j'ai été bluffé, bravo Huawei. Pour ce qui est de la vidéo, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K 30 fps avec une stabilisation optique, stabilisation qui fonctionne super bien. Mais par contre, pour ce qui est des couleurs,
Eh bah je comprends pas, on va avoir des oranges surutilisés, on va avoir des verts qui sont totalement dénaturés, on va avoir des chairs des couleurs rouges qui virent au violet. C'est bizarre. Par contre, il y a un mode super intéressant que Huawei a mis en avant lors de sa conférence, c'est le mode Dual View. Ça vous permet d'utiliser deux focales, deux objectifs différents en même temps. Et c'est totalement génial. En revanche, il n'est pas encore disponible dans le téléphone. C'est peut-être dans la version logicielle que j'ai actuellement. Je ne sais pas, ou alors faut le télécharger ailleurs, mais pour l'instant j'ai pas pu le tester. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on aura une dernière chose qui est plutôt pas mal pour ceux qui veulent et pour ceux qui connaissent, c'est le codec H265 qui est disponible, permettant de garder plus de mémoire sur son téléphone, avec des fichiers plus légers. En revanche, ça sera moins compatible d'un appareil à un autre et d'un logiciel de montage à un autre. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que je vais continuer à tester ce Huawei P30 Pro, histoire de le bidouiller un maximum et de tester toutes ses capacités en termes de qualité photo, et peut-être qu'on fera un comparatif avec tous les autres téléphones du marché. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je pense en tout cas que les 3/4 de ce que nous a montré Huawei en photo lors de sa conférence, et bah se valide petit à petit. Mais le plus gros souci de ce smartphone, c'est son accessibilité. Il est quand même très cher. 999 € pour la version 128 Go et 1099 € pour la version 256 Go. Bon, je sais ce que vous allez me dire, oui mais Quentin, l'iPhone, le Galaxy S10, ils sont aussi à plus de 1000 €, pourquoi lui ça ferait la différence? Déjà, il n'y a pas de différence, les autres sont hyper chers aussi, mais le problème c'est que Huawei arrive sur un marché quand même méga concurrentiel. Même si leur téléphone maintenant, on a confiance en eux, on sait ce que ça vaut, et ben c'est quand même assez délicat parce qu'on peut retrouver un Mate 20 Pro beaucoup moins cher, et pourtant il n'a pas tant de différence avec le P30 Pro, et j'ai peut-être une préférence pour celui-ci d'ailleurs. Si toutefois vous voulez vous procurer ce smartphone, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.